Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Vous le savez désormais, bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. C'est pourquoi le Clémy vous propose un nouvel épisode de votre série préférée, La famille tout écran bien sûr. Et puis quand il est sur ce plateau, il vient rarement sans une idée derrière la tech. C'est Benoît Grunemwald, bonjour. Bonjour. De quoi est-ce que vous nous parlez ? Aujourd'hui, on va voir comment les cybercriminels utilisent l'intelligence artificielle. Quant à notre sujet du jour, orientation, reconversion, connaissance de soi. Aujourd'hui, on s'attaque à un défi que rencontrent tous les jeunes et de plus en plus d'adultes. Comment trouver sa voie ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir un acteur majeur de l'orientation en France, la Fondation JAE, qui a développé un certain nombre d'outils numériques pour apprendre en priorité à se connaître et à découvrir de nouveaux métiers. C'est avec mon invité Frédéric Lamprecht. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes directeur des partenariats de la Fondation JAE. On va parler de tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Du futur, nous allons nous intéresser à la manière dont la Fondation JAE accompagne les jeunes au quotidien, comment elle fait évoluer les pratiques d'orientation grâce au numérique et comment ces outils permettent de mieux se connaître pour se projeter dans la vie professionnelle. C'est tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Frédéric Lamprecht, directeur des partenariats de la Fondation JAE. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Frédéric, je vous propose de débuter peut-être avec une petite présentation en quelques mots de la Fondation JAE et sur toutes ses missions. Eh bien oui, alors merci pour votre invitation déjà. La Fondation JAE, comme son nom l'indique, c'est Jeunesse, Avenir, Entreprise. Elle a été créée il y a plus d'une trentaine d'années par des chefs d'entreprise à Lyon qui avaient, je crois, dès le début senti le besoin de pouvoir venir en aide auprès des jeunes générations, notamment sur le champ de la découverte des métiers et de leur avenir professionnel. Alors, vous accompagnez des milliers de jeunes chaque année dans des contextes très différents. Alors, de ce que vous observez aujourd'hui sur le terrain, est-ce que les attentes des jeunes ont changé ces dernières années en matière d'orientation ? Alors effectivement, nous développons une plateforme qui s'appelle Parcouréo qui permet à nos usagers, nos utilisateurs de pouvoir utiliser des ressources numériques qui les aident dans leur orientation professionnelle, dans leur avenir professionnel, voire même plus tard dans leur reconversion professionnelle. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un effet post-Covid puisque les jeunes aujourd'hui recherchent du sens dans leur orientation. Et c'est un point qui me paraît très important puisque nos rédacteurs qui, au sein de la rédaction et au sein donc de la Fondation édite les fiches, doivent travailler sur ce sujet-là. Comment donner du sens à sa vie, comment donner du sens à son métier. Alors comment est-ce qu'on donne du sens à son métier, justement ? Alors je crois que ça commence par déjà bien se connaître. Et pour bien se connaître, nous avons, avec notre équipe de chercheurs, développé des quiz qui permettent de pouvoir, aller au plus profond de soi-même, étudier et mieux se connaître pour mieux se projeter. C'est déjà une première chose. Et puis après, je crois qu'il faut être en phase avec ce que l'on a envie de faire et ce que l'on peut faire. Et c'est tout l'intérêt des outils, je le crois, que nous développons au sein de la Fondation. Aujourd'hui, dans le système d'orientation classique, qu'est-ce qui manque selon vous, justement, pour pouvoir peut-être apprendre à mieux se connaître ? Alors, je pense que c'est évidemment une question qui est très anxiogène chez les jeunes et les familles. Comment se projeter dans son avenir ? Quel métier choisir ? Je pense que nous avons en France la chance d'avoir de multiples ressources qui permettent d'y arriver. J'ai la faiblesse de croire que celles que nous développons au sein de la Fondation permettent de pouvoir prendre le temps de se découvrir. Et puis vous savez, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi de la formation tout au long de la vie. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un parcours qui permet de s'inscrire dans la durée et on nous dit que tous les 4 ans ou tous les 7 ans, on peut être amené à changer de métier. Et c'est là, je pense, que se trouve aussi une des clés du succès, une des clés de l'épanouissement. Alors bien évidemment, les choses ont changé depuis votre temps, Benoît, mais est-ce que pour vous, l'orientation, c'est un souvenir plutôt chaotique ou votre voie était toute tracée ? Alors moi, j'ai eu extrêmement de chance parce que juste avant le bac, je savais déjà ce que je voulais faire et j'avais une bonne idée de l'école dans laquelle je voulais aller, où j'ai été pris. Et ensuite, ma voie s'est tracée à la fois par chance et par rencontre, beaucoup de rencontres. Ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement où on remarque qu'au niveau du bac, finalement, les jeunes sont encore peut-être un peu perdus en termes d'orientation ? Alors, il y a évidemment
effectivement, la question de se connaître pour pouvoir mieux se projeter, comme je le disais auparavant. Donc oui, les jeunes ont souvent besoin de rencontrer leur métier. Et pour ce faire, la Fondation intervient à différents niveaux. Nous soutenons des actions comme la compétition des WorldSkills qui permettent de mettre en avant l'excellence du geste professionnel et de nos écoles qui forment ces jeunes tout au long de leur vie. Nous soutenons également d'autres projets, peut-être j'aurai l'occasion d'y revenir, comme Catch-up, qui permet de pouvoir aujourd'hui poser toutes les questions que l'on peut se poser qui concernent son orientation. Alors bien évidemment, l'idée c'est de revenir un petit peu sur tous les outils que vous proposez sur votre plateforme Parcouréo. Vous avez 2 outils que j'aimerais qu'on aborde en priorité, 2 outils qui permettent justement de mieux se connaître, c'est le Pass Avenir et Inforizon. Alors de quoi parle-t-on pour le Pass Avenir? Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous le permettez, je vais peut-être commencer par Inforizon. Allez, on commence par Inforizon. Allez. Pourquoi? Parce que c'est le premier outil, c'est la première étape qui est proposée aux jeunes. C'est une solution numérique qui permet de pouvoir passer 2 questionnaires d'intérêt scientifiquement validés, puisqu'évidemment, nous publions régulièrement auprès de revues scientifiques avec nos chercheurs pour pouvoir s'assurer que nos modèles restent pertinents. Et la série, l'issue de cette passation, des quiz qui sont très connus, puisque nous équipons 4000 structures en France, on va vous proposer des familles et des sous-familles de métiers qui, en bout de chaîne, permettront d'accéder à notre encyclométier, qui est donc fourni de plus de 1300 fiches métiers. Ce qui est intéressant, c'est que ces fiches métiers sont rédigées avec des professionnels pour toujours s'assurer que l'information qu'on délivre est juste et qu'elle correspond aux réalités du terrain. Il y a aussi la possibilité de pouvoir projeter les tendances par rapport à sa région, à la maille de sa ville, pour savoir quelles sont les tendances métiers. Donc Inforizon est très utile pour les collégiens et les lycéens, et puis même on a pu aussi le tester au niveau de la faculté, et il est évidemment gratuit pour les usagers, et donc ça c'est un point important aussi pour la Fondation. Et puis alors vous faisiez allusion à Pass Avenir, et je vous en remercie, c'est effectivement une deuxième solution que nous développons. Là c'est un petit peu pour se positionner entre son projet que l'on peut avoir en tête et puis la réalité au plan professionnel. Donc Pass Avenir là aussi permet de mieux se connaître également à travers une série de quiz. Alors, qu'est-ce que le Pass Avenir apporte de plus finalement qu'un test d'orientation classique qu'on pourrait retrouver en ligne? Parce qu'aujourd'hui, on en retrouve quand même. Et puis, il faut le dire aussi, avec l'intelligence artificielle, on a la possibilité aussi peut-être de se créer ses propres quiz. Alors, qu'est-ce que Pass Avenir apporte de plus? Je crois qu'il y a une expertise qui est là de la Fondation, qui date de maintenant plus de 30 ans. Nous avons toute une équipe qui travaille avec des chercheurs pour pouvoir améliorer en permanence les quiz que nous proposons. Les informations que nous délivrons sont également, elles, sourcées, vérifiées. Je crois que c'est très important aujourd'hui. On touche à des sujets qui sont fondamentaux et on ne peut pas, laisser soit le hasard, soit la communication prendre le pas, surtout que beaucoup de solutions gratuites, comme vous le savez, sont souvent là pour capter des données et pouvoir les revendre derrière. Ce n'est évidemment pas la position de la Fondation JAE. Benoît, vous aviez une question? Oui, justement, je me demandais, on voit qu'il y a énormément de fuites de données ces derniers temps, ce qui concerne à la fois des établissements publics, des fédérations françaises de sport. Comment est-ce que vous gérez cette connaissance, conception de la vie privée et des données? Alors c'est un point extrêmement important au sein de la Fondation. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur la solution qu'on développe à base d'intelligence artificielle. Mais notre président Yves Kougouy a souhaité qu'on mette en place un comité scientifique qui est là pour également s'assurer que l'information qu'on délivre est correctement délivrée. Nous entraînons évidemment nos modèles pour pouvoir éviter les biais. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, nous, en tout cas au niveau de la Fondation, ça fait partie de notre ADN. Nous collectons aucune donnée personnelle. Nous faisons aucunement commerce de ces données et c'est vraiment l'usager qui va pouvoir permettre d'avancer. Pendant 5 ans, il a accès encore à tous ces résultats. Ça aussi, c'est un effort que la Fondation se permet parce qu'elle est reconnue d'utilité publique et que c'est toute la force de cette organisation. Bon, alors pour revenir sur le fonctionnement du Pass Avenir, c'est donc un travail, on l'a dit, sur la connaissance de soi avant tout. Alors quel type de questions peuvent être posées aux jeunes qui vont se rendre sur votre site ?
Alors, ça va être vraiment des questions aussi bien sur Inforizon que Passavenir en lien avec vraiment différents domaines qu'on va aller, je dirais, étudier sur ses appétences, sur ses intérêts. Donc, ça peut être dans les intérêts de la vie quotidienne, ça peut être de valoriser des compétences, n'ayons pas peur du mot, de talents qu'on a pu aussi acquérir depuis l'enfance et de pouvoir les projeter ensuite dans des métiers. Ça va être de pouvoir justement s'interroger sur peut-être cette autocensure dont sont parfois victimes et notamment les jeunes filles. C'est une question qui est très importante pour nous au sein de la Fondation, c'est de s'autoriser, de dépasser, je dirais, les peurs que l'on peut avoir pour mieux se projeter. Oui, parce qu'on le répétera jamais assez, l'un des domaines dans lesquels les jeunes filles se censurent, ce sont notamment les sciences. Est-ce que peut-être vous avez certaines mesures pour les encourager, les jeunes filles, à se lancer dans ces carrières? Oui, très spécifiquement, j'entends. En tout cas, on intervient au sein de la Fondation auprès d'associations ou je dirais, d'organisations qui sont là pour justement promouvoir la place des jeunes filles et des femmes, notamment dans le numérique. Et en ce sens, je rends hommage aux travaux qui sont faits par nos collègues de la Fondation Femmat Numérique. Bon, on va continuer à parler bien évidemment d'orientation, mais il est déjà temps de prendre une petite pause dans nos discussions, pardon. Et pour ce faire, je vous propose de faire un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est l'œil de Dylan Kohler. Si vous nous rejoignez dans l'école du futur, on décrypte aujourd'hui comment les jeunes abordent leur orientation et comment le numérique peut les aider à y voir plus clair. Et c'est toujours avec mon invité Frédéric Lamprecht, directeur des partenariats de la Fondation JAE, avec qui l'on va poursuivre nos échanges dans un instant. Mais c'est d'abord la chronique de Benoît Grunenwald qui a une idée derrière la tech.
L'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres, tantôt décriée, tantôt encensée, mais au-delà des usages que nous connaissons tous, Benoît, une catégorie bien particulière d'internautes s'en est saisie, ce sont les pirates informatiques. Alors quelle est la situation actuellement ? Eh bien, la situation évolue extrêmement vite et il y a encore un mois, j'aurais eu un discours tout à fait différent. On me demande souvent si, grâce à l'intelligence artificielle, un pirate peut écrire un logiciel malveillant de A à Z. Eh bien, il y a un mois, je vous aurais dit que non. Aujourd'hui, c'est quasiment possible. Et puis, on me demande aussi si les intelligences artificielles peuvent de manière autonome réaliser des cyberattaques. Et encore une fois, là, il y a un mois, je vous aurais dit non. Mais aujourd'hui, le paysage a changé. Donc, les pirates informatiques peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour concevoir des malwares. Alors, quels sont les exemples connus ? Eh bien, il y a un premier exemple qui est un proof of concept, donc c'est une recherche menée par un chercheur. Malheureusement, cette recherche s'est retrouvée dans la nature, elle n'aurait pas dû, et c'est un logiciel de catégorie rançongiciel. Ça veut dire qu'il chiffre les données et demande une rançon pour qu'on vous les rende. Et ce logiciel a la possibilité de discuter avec une intelligence artificielle pour savoir ce qu'il a trouvé sur la machine, si c'est intéressant, et savoir où aller et comment fonctionner. Ça, c'est le premier type de logiciel malveillant. Et le deuxième, c'est une catégorie que l'on appelle info-stealer. Ça veut dire logiciel voleur d'informations, bien souvent des logins et des mots de passe qui sont stockés dans nos navigateurs. Et lui fait la même chose, c'est-à-dire qu'il discute avec une intelligence artificielle pour savoir ce qu'il a trouvé et savoir si c'est intelligent, monnayable. Mais il va en plus utiliser cette intelligence artificielle pour se réécrire, parfois même toutes les heures, ce qui veut dire qu'il va limiter ses capacités de détection par les solutions de sécurité. Alors, quelles sont les conséquences concrètes pour les utilisateurs ? J'entends les entreprises dans l'EdTech ou encore les établissements scolaires ? Eh bien, ce que l'on constate, c'est que les niveaux de protection que l'on avait auparavant ne sont plus suffisants, que les menaces évoluent très vite, et donc il faut que ces protections, ce qu'on appelait avant les antivirus, des protections traditionnelles, soient remises au goût du jour, d'une part, et augmentées avec d'autres solutions, notamment ce que l'on appelle l'analyse comportementale. Et cette analyse comportementale ne va pas juste regarder quels sont les fichiers qui sont concernés par une attaque, mais bien le comportement des cybercriminels. On considère qu'il faut à peu près 13 étapes réussies pour qu'une attaque soit complétée par ces cybercriminels. Et surtout, ils interviennent aussi la nuit et le week-end. Donc il faut une supervision des systèmes d'information pour être toujours présent et apporter des formations, bien entendu, à ceux qui utilisent, mais également à ceux qui surveillent. L'IA, ce n'est pas juste les LLM, ces chatbots avec lesquels il est possible de discuter pour obtenir des réponses. Il existe la possibilité de tout automatiser ou presque avec des agents IA. Peut-on imaginer du coup une attaque quasi autonome ? Oui, alors c'est à peu près ce qui se passe dans le monde réel avec ce qu'on appelle les dark factories. Donc ce sont des usines entièrement pilotées par des IA agentiques sans l'intervention d'êtres humains. Et ces agents IA arrivent à enchaîner différentes tâches. Donc une première sortie va aller dans un autre agent IA, l'autre agent IA va réfléchir, va processer cette information et décider ce quelles seront les prochaines étapes. Et ce que l'on a vu, c'est l'usage par un groupe aligné avec les intérêts chinois, détourner l'usage de l'IA que tout le monde connaît d'Anthropic pour arriver à une automatisation externe, presque une attaque avec un seul clic. Mais l'IA d'Anthropic est normalement hermétique à ce type de demande. Alors comment rendre une IA capable d'enfreindre ses propres règles, Benoît ? Eh bien, c'est un jeu, presque un sport, peut-être même un métier futur. C'est contourner les barrières des intelligences artificielles. Généralement, on va faire finalement comme on fait avec l'être humain. On va lui raconter des histoires, on va la manipuler et ça va permettre de lui faire des choses pour lesquelles elle n'est censée pas normalement nous donner une réponse. Et puis, on va aussi pouvoir utiliser des IA qui sont débloquées, disponibles, soit à la vente, soit à la location, dans ce qu'on appelle le dark web. Cette évolution se retrouve également dans les IA utilisées à bon escient. Avez-vous des exemples d'IA utiles en cybersécurité ? Et oui, on pense notamment à XBO, qui est la première IA qui a gagné le HackerOne, qui est un concours où normalement des pentesters, des professionnels de la cybersécurité vont tester leurs connaissances pour attaquer pour le bien, pour trouver des failles. Et bien cette IA est arrivée première à ce test et donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Un mot pour conclure ?
Oui, il faut se former, il faut utiliser l'IA avec conscience et connaissance, à la fois de ses limites et de nos propres partages d'informations. Et puis un mot positif quand même pour la fin, les défenseurs utilisent eux aussi l'intelligence artificielle pour nous protéger. Donc il y a toujours le jeu du chat et de la souris, mais soyons positifs, on va réussir en se formant notamment à bien se protéger contre les nouvelles menaces. Merci beaucoup Benoît pour cette chronique et vous restez avec nous parce qu'on va parler d'IA justement cette fois-ci en termes d'orientation, pas que d'IA, vous allez le voir, c'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Et c'est toujours avec mon invité Frédéric Lamprecht, directeur des partenariats de la Fondation JAE. Alors, juste avant de partir en pause, on était en train d'évoquer certains de vos outils, Inforizon notamment, et le Pass Avenir. Le Pass Avenir qui, si je le résume grossièrement, répondrait aux questions « Qui suis-je ? Quelles sont mes aptitudes ? Et donc, quels métiers me correspondent ?» Et puis de l'autre côté, Inforizon, qui est plutôt un outil qui répond, lui, aux questions « Qu'est-ce que j'aime ? Quel métier m'attire ?» Si je résume bien, c'est bien ça, c'est la différence entre les deux? Oui, c'est bien cela. Et puis on a un troisième volet qui est transférence, qui lui permet d'évaluer les transferts de compétences, les compétences transférables dans les métiers. Donc on intervient de l'adolescence, jeune adulte, jusqu'à l'âge adulte des problématiques de reconversion. Bon, alors pour finir sur le Pass Avenir, je le disais en début d'émission, l'idée est de répondre donc à des questions. On a un petit test qui permet de dresser un portrait. Et de ce portrait, on a une liste de métiers, c'est ça qui est proposé aux jeunes? Alors effectivement, il y a une passation d'un test qui est évidemment validé scientifiquement, je le rappelle parce que c'est important, c'est aussi là l'éthique de la Fondation. Et après, vous avez tout un tas de résultats avec des graphiques, avec des informations qui sont vraiment délivrées. Et puis, ça vous permet de pouvoir avoir un accès à l'encyclométier. C'est donc la deuxième partie de la solution numérique où là, vous allez pouvoir explorer plus de 1350 métiers. Pour chaque métier, il y a évidemment des fiches très nourries puisqu'elles vont dans un niveau de détail assez important. Et puis, il y a aussi des adresses utiles. Vous retrouvez également les tendances marché, enfin voilà, toutes les indications de salaire également. Et ces fiches, nous les produisons, je rends hommage à tous mes collègues de la Fondation puisqu'elles sont produites en interne. Ça veut dire que voilà, on sait parfaitement ce qu'on y met dedans. Alors sur ces 1300 fiches métiers, comment l'outil oriente un jeune vers les métiers les plus cohérents avec son profil? Est-ce qu'il peut tout de même explorer des métiers voisins, des parcours proches d'un métier qui l'intéresse, ou finalement on l'enferme un petit peu dans une bulle vis-à-vis du portrait qu'on a dressé de lui? Alors c'est une excellente question. Effectivement, dès que les résultats arrivent, il y a tout un système de filtres qui permet de pouvoir mesurer entre la proximité avec un métier très proche ou alors les métiers voisins, donc de pouvoir élargir le champ des possibles. Et puis vous savez, aussi bien Inforizon, Transférence que Pass Avenir nécessite aussi une formation pour les conseillers qui accompagnent. On est en autonomie complète sur Inforizon. En revanche, sur Pass Avenir, c'est un outil utilisé pour les conseillers, mais également à destination des usagers. Bon, alors vous avez un autre outil aussi qui, cette fois, et c'est là qu'on fait le lien, est à base d'intelligence artificielle, c'est Catch-up. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Merci, oui. Alors Catch-up a été donc un projet qui a été porté et supporté par la Fondation JAE. C'est un assistant conversationnel qui permet de pouvoir effectivement poser toutes les questions que l'on souhaite sur son orientation. L'information qu'on délivre est totalement contrôlée puisque, comme je le rappelais tout à l'heure, on a mis en place on est dans un comité scientifique qui permet aussi d'éviter les biais. C'est, je crois, ce que disait Benoît, une sauvegarde et une mesure très importante. Catch-up, nos usagers nous disent que c'est le Doctolib de l'orientation. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois que vous avez posé toutes les questions que vous le souhaitez, eh bien si l'usager le souhaite, il peut lever l'anonymat. Il peut donc laisser pour le coup son nom, son prénom et un numéro de téléphone. À ce moment-là, nous allons déclencher en fait auprès des 4000 structures qui sont équipées de Parcouréo en France, eh bien une alerte pour pouvoir au plus près et en le géolocalisant trouver la structure qui pourra accueillir ce jeune homme ou cette jeune femme et qui pourra le prendre en charge. Dans un premier temps, ça sera des échanges qui continueront sous le système de chat. On pourra à ce moment-là donner à passer un test Inforizon, on pourra envoyer des informations complémentaires et puis à un moment, on ira vers cette relation humaine puisque on passera la main. Nous, Fondation, on considère qu'on ne peut pas se passer de la relation humaine et c'est un dispositif qu'on a lancé à l'occasion là, du salon de Educatech et qui aujourd'hui est
en constante évolution depuis, en tout cas les chiffres en témoignent. Et un point important, on note des connexions, notamment le soir, notamment le week-end, à des heures où effectivement vous ne trouverez pas ouvrir des structures. Voilà. Bon alors, est-ce que les jeunes sont réceptifs à tous vos outils? Parce qu'on sait que c'est un petit peu difficile de les séduire. En général, quand ils cherchent des informations, aujourd'hui, ils se tournent plutôt vers TikTok, ou on l'a dit aussi, vers l'intelligence artificielle. Alors comment on fait pour que vos outils rentrent dans leurs habitudes numériques? Je crois que nos jeunes, ce qui est formidable, c'est qu'ils sont curieux de tout. Et je crois qu'ils ont cet esprit critique qui fait qu'ils savent reconnaître aussi quand on leur parle de choses fantaisistes ou de choses réalistes. J'en prends pour preuve récemment un jeune là qui, au moment de devoir laisser son mail pour Ketchup, disait ah oui mais non mais il est pas sérieux mon mail là, c'est le mail que j'ai depuis et donc il y avait cette projection de se dire là je suis sur vraiment quelque chose où je prends en main mon avenir, donc ça c'est un premier point. Après cette jeunesse, effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué et je pense que plus on peut leur apporter des réponses, plus mieux pourront-ils se projeter dans l'avenir. Bon, et puis vous avez choisi notre plateau pour une annonce exclusive. De quoi s'agit-il ? Oui, alors voilà, avec le soutien de notre président Yves Cogouille et puis la confiance de notre délégué général Serge Schwetzhoff, eh bien, je vous annonce que nous allons lancer le mercredi 21 janvier un grand événement qui va s'appeler la Fête de l'orientation numérique. Alors tout le monde connaît la Fête de la musique qui a lieu le 21 juin et à la Fondation nous avons souhaité installer un nouvel événement qui aura lieu donc le 21 janvier. Ce sera un salon totalement virtuel, un métaverse, dans lequel il y aura énormément de choses à parcourir en famille, entre amis, entre professionnels. Et je vous annonce qu'à 18h, dans la salle de conférence où se succéderont plusieurs conférences tout au long de la journée, nous accueillerons Jérôme Teilhard, qui passe pour être familièrement le père de Parcoursup. Ça sera un format de 45 minutes où toutes les questions pourront lui être adressées. Et sinon, tout au long de la journée, la gratuité sera donc offerte sur l'ensemble des produits de la Fondation, et notamment Inforaison, notamment Ketchup, notamment l'explorateur de métier également. Donc on donne rendez-vous à vos auditeurs et on vous remercie de nous permettre d'annoncer ce grand événement et j'espère que Skool sera partenaire. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir choisi notre plateau pour l'annoncer. Donc on le retient, la fête de l'orientation numérique se tiendra le 21 janvier et c'est du 100% en ligne. Merci beaucoup Frédéric Lamprecht d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directeur des partenariats de la Fondation JAE. Merci aussi à Benoît Grunenwald pour ses conseils toujours avisés en cybersécurité. Merci aussi aux équipes en régie, à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous d'être toujours fidèles à l'école du futur. On se retrouve dès demain avec grand plaisir sur Skool TV. D'ici là, portez-vous bien.